Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Henri Wallard, qui publie Mensonges d'État, imposture écologique aux éditions Fayard, une charge contre les errements des politiques publiques en matière de transition écologique. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur le détournement des taxes solidaires, sur les transactions financières ou les billets d'avion. Vont-elles toujours permettre de financer l'aide au développement, la lutte contre le sida ou la pauvreté si elles sont intégrées au budget de l'État? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Moon et ses solutions énergétiques innovantes destinées à développer les villages ruraux en Afrique, mais aussi des villages reculés en France. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Henri Wallard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous publiez Mensonges d'État, imposture écologique. C'est aux éditions Fayard. Le livre sort ces jours-ci. Pourquoi ce titre? Quel mensonge, quelle imposture? De quoi on parle? Alors, la transition écologique et la transition énergétique sont affichées comme la grande priorité politique. Le combat du siècle, guidé par la science. Et que voient nos concitoyens dans les décisions stratégiques? Des hésitations, des évolutions, des changements majeurs. En 2018, il faut fermer 14 réacteurs nucléaires. En 2022, il faut en construire 14. Entre-temps, on ferme Fessenheim. Et dans la vie quotidienne, c'est un florilège de mesures bureaucratiques, courtelinesques, qui sont, pour certaines, très très pénalisantes pour nos concitoyens. Donc, la perception est inévitablement celle d'un décalage, d'un mensonge et d'une imposture, d'où le titre. Ouais. Les symptômes les plus frappants de ce manque, parce que c'est une question de cap d'une certaine façon, pour vous c'est quoi? Alors, je crois que ce sont des symptômes déjà d'errance, c'est-à-dire que d'instabilité des mesures. Ouais. Je viens de l'évoquer à propos du nucléaire, mais on aurait pu le dire sur l'éolien, on aurait pu le dire sur le solaire. Il y a des changements de cap qui sont assez déroutants. C'est pas lié au changement de majorité politique? Alors, ça pourrait, on peut la primauté dans ce livre, je garde évidemment la primauté aux politiques, et je n'appelle en aucun cas à un gouvernement des experts, bien au contraire, puisque je souhaite qu'on s'appuie davantage sur le Parlement, qui fait un travail remarquable. Mais je crois que c'est lié à un mode de travail qui est dans l'urgence et dans l'effet d'annonce, avec des cabinets ministériels et des ministres qui sont déconnectés des réalités scientifiques et techniques, et en fait aussi déconnectés de la société. Et ça aggrave le fossé entre les citoyens et les politiques publiques. On va prendre quelques exemples, mais là on vient il y a quelques jours voir le gouvernement qui présentait son plan national d'adaptation au changement climatique qui se prépare à un scénario éventuel de plus 4 degrés à la fin du siècle. Là on est dans l'anticipation quand même. Oui, on est dans l'anticipation, mais alors après il y a une question de stabilité des priorités et puis de pilotage. La stabilité des priorités, c'est important. C'est quand même très difficile, ne serait-ce que pour la filière nucléaire, d'être passé de arrêt de construction et décroissance à recroissance. D'ailleurs, si je prends cet exemple du nucléaire, on a aujourd'hui une situation avec 3 phénomènes majeurs, une bonne nouvelle, un sujet d'inquiétude et un scoop. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la remontée de la production des réacteurs nucléaires. Rappelez-vous, en 2022... On n'a pas eu de chance. Au moment où il y a la crise ukrainienne, nos réacteurs sont en maintenance. Et en 2022, il y avait même une certaine inquiétude. On craignait des coupures de courant, rappelez-vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'accroissement de la production électronucléaire entre 2022 et 2024, le seul accroissement, il est plus grand que toute la production d'éolien et de solaire de 2024. Donc le seul accroissement. Donc c'est massif. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le sujet d'inquiétude, c'est la construction des futurs réacteurs qui a été annoncée. Alors les EPR2, donc c'est combien d'ailleurs? C'est 6? Alors c'est 6 avec une option pour 8 supplémentaires. Et alors pourquoi vous dites inquiétude? Inquiétude parce qu'en fait, autant on a continué d'exploiter des réacteurs continuellement et on a gardé l'expertise, autant pour la construction, on a perdu la main. Et donc, à cause du changement de politique. À cause du fait qu'on n'a pas construit de réacteurs pendant 20 ans. Depuis très longtemps. Donc on n'a plus les talents, la filière n'était plus organisée pour, EDF a dû se restructurer, etc. etc. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a été annoncé que le délai initial du premier réacteur EPR2, qui est à Penly, passe de 2035 à 2038. Ça peut dérouter, mais ce n'est pas un drame en réalité, surtout que c'est une tête de série. Alors le scoop, il est tout récent pour moi. C'est dans un comité de politique nucléaire qui a eu lieu le 17 mars, donc qui est tout récent. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été annoncées. Et l'une d'elles, c'est la relance d'une filière
industriel de réacteurs à neutrons rapides. Et C'est quoi ça ? Alors, le mot industriel est important et réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons rapides, il faut se rappeler ce que j'appelle souvent le fantôme oublié de Superphénix. C'est que dans le début du programme, il y avait une complémentarité entre les réacteurs d'aujourd'hui, les réacteurs à eau, sous pression, et puis des réacteurs dits les réacteurs à neutrons rapides, qui ont, sans entrer dans la technique, la propriété d'être capables d'utiliser beaucoup plus la matière nucléaire et de recycler, d'utiliser l'uranium appauvri dont on a une grande quantité sur notre territoire. Ouais. Et en fait, ce réacteur avait une raison d'être. Pourquoi on l'avait abandonné ? Pour des raisons politiques. En 1997, il y a l'élection législative et un gouvernement, le gouvernement avec Lionel Jospin et Dominique Voynet, qui décide d'arrêter Superphénix, qui était un réacteur très contesté et hautement symbolique. Du coup, Chirac et puis Sarkozy et puis Hollande, je dirais, prennent un programme alternatif qui est un programme de développement d'un réacteur de démonstration, mais dans la même technologie qui s'appelait Astrid. 2019, là aussi, ce réacteur n'est pas construit. Et les Japonais, qui étaient nos partenaires, se retrouvent tout seuls. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Il a été annoncé, en fait, la relance d'un programme de construction futur, ça va prendre du temps, de ces réacteurs à neutrons rapides qui complètent, en fait, les réacteurs d'aujourd'hui. Donc là, c'est à quel horizon, là ? Alors, on parle d'horizon d'un prototype probablement autour de 2050, mais une vingtaine d'années pour préparer un réacteur, c'est pas surprenant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas le seul dans le nucléaire en général, ni dans cette technologie des rapides, puisqu'en fait, les Japonais, les Russes et les Chinois ont des programmes de cette nature. Alors, je voudrais qu'on prenne d'autres exemples. Peut-être, même si le fait d'avoir de l'électricité de source nucléaire, ça nous permet d'avoir un bilan carbone qui est quand même bien meilleur par rapport à d'autres pays européens, mais des exemples qui sont un peu plus proches du quotidien des Français. Par exemple, qui illustre un peu ce que vous dénoncez, c'est-à-dire une forme de bureaucratie écologiste un peu déconnectée. Le leasing social, par exemple, pour acheter des voitures électriques, très bonne idée sur le papier. On s'est rendu compte que finalement, moi l'impression que j'ai eue, c'est le gouvernement dépassé par le succès du leasing social. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Alors c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs le début du livre. Il y a un personnage concret qui s'appelle Jobbik, qui est très en colère au début du livre, parce qu'en 2022, il entend l'annonce de cette mesure pendant la campagne des présidentielles qui est faite par le président de la République en personne. Là, on est en 2022. Le 14 décembre 2023, la mesure est annoncée. C'est le président de la République, d'ailleurs lui-même, qui fait une vidéo qui dit voilà, cette mesure va être mise en place. Elle démarre au 1er janvier 2024. Alors, en quoi consistait cette mesure ? Ça permettait à des foyers modestes d'acquérir un véhicule électrique avec un loyer mensuel de moins de 100 € par mois. Voilà, ça c'est une très très bonne mesure. Effectivement, il y a eu beaucoup de demandes. Et ça coûtait trop cher au budget de l'État au bout d'un moment. Ça coûtait trop cher. Alors ça, c'est une question d'appréciation. Oui. Mais au bout de 6 semaines, la mesure est arrêtée. La ligne budgétaire a été mangée très vite. Au bout de 6 semaines, la mesure est arrêtée. Alors ça, c'est le genre de chose qui est désespérant pour nos concitoyens. Je dirais, est-ce qu'on peut avoir des politiques publiques où on a des mesures qui sont lancées, en fait, sans études de marché, sans études préalables. On est dépassé par le succès parce qu'on n'a pas étudié sérieusement le dossier. Et on dit aux concitoyens, écoutez, les mesures, c'est comme au supermarché avec les soldes. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Il fallait aller plus vite, quoi. Mais elle n'est pas abandonnée. Le leasing social, alors même si en ces temps de budget difficile à boucler, il est peut-être moins ambitieux que prévu, mais il y a encore un dispositif. Alors, il y a un dispositif qui réapparaît, qui redisparaît. Alors, c'est vrai que l'année n'a pas été facile, avec la dissolution, avec le budget 2025 qui a été particulièrement laborieux, mais nos concitoyens doivent s'approprier des mesures. On ne peut pas leur dire c'est comme si, puis après c'est comme ça. Et d'ailleurs, on a un exemple encore plus sévère, si j'ose dire, dans la rénovation énergétique. MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov'. Mais alors, elle a été là aussi, alors c'était effectivement très compliqué au début, elle a été simplifiée, pas suffisamment simplifiée pour vous ? Écoutez, si vous écoutez les professionnels et les citoyens, ils sont désespérés. Les professionnels, par exemple, il faut être une entreprise habilitée, ayant reçu un agrément pour faire ça. Il n'y en a plus que 60 000. Il y en a moins qu'en 2022, alors qu'on voudrait faire davantage. Les citoyens, il y a un groupe Facebook, MaPrimeRénov', ils sont, je crois, d'une trentaine de mille, entre 25 et 30 000, ils racontent leurs galères. Il y a beaucoup de gens, même la défenseuse des droits s'en est émue. Il y a des gens qui sont dans une situation de précarité avec ça, parce qu'ils essayent de lancer des travaux, ils n'arrivent pas à se faire rembourser. Et puis il y a aussi, il est vrai, un sujet de fraude. Encore une fois, ce sont des mesures qui ont été changées tous les ans, même en 2024, ça a changé entre avant et après le 15 mai.
Il faut des mesures stables, peut-être moins de mesures, on fera des économies mieux préparées, mais que les citoyens puissent s'y retrouver. Ouais. Et alors, vous dites, sur qui, si on essaye d'esquisser des solutions, vous dites qu'il faut s'appuyer sur les parlementaires. Pourquoi ? Alors, j'ai dit ça après un long travail d'enquête. Il y a 2 ans d'enquête, en fait, dans ce livre, à la fois sur des décisions stratégiques et sur des décisions de la vie quotidienne. Les cabinets ministériels travaillent dans beaucoup d'agitation et parfois, malheureusement, totalement déconnectés à la fois de la science et de la technique et de la société. Et je voudrais prendre la défense de 2 organisations qui ont souvent été critiquées. Rapidement, il nous reste moins d'une minute. Les parlementaires et les administrations. Les administrations bien guidés font un travail remarquable et les parlementaires, dans leur commission d'enquête ou avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ont une méthode, prennent le temps d'étudier les dossiers et font des recommandations qui méritent d'être suivies. D'ailleurs, la relance des réacteurs à neutrons rapides est une des recommandations qui avait été faite plusieurs fois par le Sénat. Merci beaucoup Henri Wallard. Votre livre « Mensonges d'État, imposture écologique » est donc publié chez Fayard. On passe tout de suite à notre débat, les taxes de solidarité internationale en question. Le débat de ce Smart Impact, on parle des taxes de solidarité internationale et de leur détournement avec Léo Degnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinateur du plaidoyer international chez AID. Et Mike Urgian, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, Merci. responsable du plaidoyer chez One France. Allez, AID en quelques mots. Tout le monde connaît, mais quand même, rappelez-nous de quoi vous vous occupez. Oui, AID, c'est la première association de lutte contre le sida et les hépatites virales en Europe et en France et en Europe. C'est une association de terrain. On est sur une 60aine de lieux de mobilisation en France. Et le but de AID, c'est d'agir avec et auprès des populations les plus concernées par l'épidémie. Et One, c'est une ONG internationale, c'est ça ? C'est ça, c'est une ONG internationale de campagne et de plaidoyer. Ouais. Donc nous, on n'est pas vraiment sur le terrain, mais l'idée, c'est de sensibiliser un peu les décideurs, les journalistes et l'opinion publique à la nécessité de lutter contre l'extrême pauvreté en Afrique et les maladies évitables. D'accord. Voilà. Et ce qui vous réunit, vous menez un combat commun autour des taxes de solidarité internationale. De quoi on parle déjà ? Oui, alors déjà peut-être rapidement, la solidarité internationale, c'est quoi ? C'est une politique qui est née de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est l'idée qu'il y a des pays riches, des pays pauvres, qui a un besoin de soutenir le développement de ces pays pauvres, et que du coup, on va avoir des transferts financiers un peu entre les pays riches et les pays pauvres. On s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait les besoins étaient énormes et que les crédits budgétaires d'un État ou même d'un ensemble de plusieurs États ne seraient pas suffisants. Et donc est née cette idée d'avoir des taxes solidaires, c'est-à-dire des financements un peu pérennes, plus abondants et prévisibles qui puissent aller soutenir les pays en développement. Vraiment, l'idée de base au départ, c'est essayons d'aller chercher, d'aller taxer les bénéficiaires de la mondialisation pour soutenir ceux en fait qui n'en bénéficient pas. Oui. Et c'est pour ça que les 2 taxes qui ont été créées par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est une taxe sur les billets d'avion. Oui. Donc dès que vous achetez un billet d'avion au départ de la France, il y a une petite partie qui va à la solidarité internationale et une taxe sur les transactions financières. On va y revenir en détail, mais si on prend la taxe sur les billets d'avion, par exemple, Léo Degnaud, à quoi elle sert ? Où est-ce que l'argent est fléché pour l'instant ? Alors, pour l'instant, justement, ça vient de changer. Et c'est tout le problème. En fait, nous, c'est le problème qu'on a dans la situation actuelle. C'est qu'on avait une situation où une partie de la recette de ces 2 taxes bénéficiait directement à la solidarité internationale et surtout à la santé, au climat, à l'éducation. Donc, ça permettait directement à ce que des personnes aient accès à des antirétroviraux dans les pays des Suds. Il y a eu une décision qui, du coup, ne flèche plus les recettes de cette taxe-là vers la solidarité. C'est un peu comme la sécurité sociale. La sécurité sociale, on l'a séparée du budget de l'État parce qu'on voulait protéger les principes de santé publique. Enfin, c'est pareil avec la solidarité internationale. Et ces 2 taxes-là, ça permettait de les sanctuariser. Et donc, là, c'est depuis le budget 2025, elles sont réintégrées en fait, dans le pot commun du budget de l'État. C'est ça. J'emploie des mots un peu simplistes, mais c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça, ouais. Elles ont été budgétisées et leur lien avec ce pourquoi elles ont été créées n'existe plus aujourd'hui. Et nous, c'est une décision qui nous inquiète. Et la ministre chargée des comptes public, Amélie de Montchalin, la décision qu'elle a prise avec cette budgétisation, pour nous, ça revient à abandonner les malades.
Alors, sauf s'il y a des crédits qui ne baissent pas, mais sauf qu'il n'y a plus la garantie que ces crédits existeront. Exactement. C'est ça votre combat. C'est ça, et dans le budget 2025, on a une coupe de 2 milliards d'euros sur l'aide publique au développement. C'est énorme. Oui, mais en même temps, il y a des coupes partout dans le budget 2025, parce que il faut faire des économies. Donc, Vous avez raison, mais en fait, le budget de la solidarité internationale a été impacté de manière beaucoup plus importante que les autres lignes budgétaires. Oui. Vraiment disproportionné. D'accord. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce que c'est des lignes budgétaires, et peut-être on ne se rend pas compte, mais derrière les lignes budgétaires, il y a des vies humaines. Comme l'a dit Léo, il y a des traitements contre le VIH-Sida, il y a des traitements contre le paludisme, la tuberculose. Et juste pour vous donner une idée, là, on voit aux États-Unis qu'il y a eu des coupes massives sur ce budget-là. Depuis le 20 janvier, déjà 15 000 personnes sont mortes. Oui, effectivement, Voilà. on va en parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais vous avez lancé une campagne pour dénoncer ce détournement. Je rajoute rien parce qu'elle parle d'elle-même, on regarde. Il y en a une aussi avec des pompiers qui arrivent sur un feu de forêt et puis qui arrosent à côté et qui font pousser des fleurs. Cette campagne, elle s'adresse au grand public. Comment vous essayez de faire, d'infléchir finalement, alors ça va être pour le budget suivant j'imagine, mais d'infléchir la position du gouvernement? Alors juste, la campagne, du coup, vous voyez bien, l'idée c'est de démontrer l'absurde. On a créé ces taxes et en fait, on a un discours du président Chirac, on a un discours du président Sarkozy qui disent bien, ces taxes, on les met en œuvre uniquement pour financer la solidarité internationale. Donc de manière absurde, on les a rebudgétisées. C'est pour ça que vous parlez de détournement aujourd'hui. Exactement, c'est ça, exactement. Et donc cette campagne, elle s'adresse bien sûr au grand public, mais aussi au gouvernement. L'idée, c'est bien sûr qu'on parle de ces thématiques, parce que parfois, il y a beaucoup de choses dans l'actualité en ce moment, on se perd un peu dans ce qui se passe. Il y a une pétition, par exemple? Il n'y a pas de pétition. L'idée, c'est vraiment de pouvoir interpeller les différents ministres, notamment Monsieur Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, et Madame de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, directement sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que l'idée, c'est que eux, ils voient cette campagne, qu'ils comprennent un peu l'absurdité de leurs décisions et surtout la responsabilité qu'ils vont avoir dans les conséquences qu'on va avoir sur le terrain. C'est très important. Et c'est d'autant plus important qu'il y a évidemment les décisions prises par l'administration Trump, notamment avec les coupes budgétaires massives réalisées dans USAID, qui est un programme qui essaime partout sur la planète. Sur le sida, pour les malades du sida, quelles conséquences concrètes ça a déjà aujourd'hui? C'est des conséquences désastreuses. Pour être très clair, c'est la première fois dans l'histoire de la maladie qu'on est face à une potentialité de reprise épidémique. On ne l'a jamais vu depuis les pics des années 90 et du début des années 2000. Concrètement, comme Maëlle disait, c'est des morts qui sont déjà comptabilisables sur le terrain. Donc c'est PEPFAR, l'organe bilatéral des États-Unis pour la lutte contre le VIH-Sida, qui a été partiellement interrompu, très majoritairement interrompu, et c'est 58% de la réponse internationale qui est coupé d'un coup comme ça. Et ça, c'est l'accès... Réponse internationale, c'est du budget. C'est ça, exactement. Proposé par les pays les plus riches pour aider les pays les plus pauvres face au sida. Exactement. Ça, hein. Les États-Unis, dans la lutte contre le sida, c'est 80% des financements. Donc c'est énorme. Et c'est surtout beaucoup de traitements. Donc là, il y a des ruptures de traitement. Nous, dans notre réseau, le réseau de Coalition Plus, en République dominicaine, c'est 180 employés qui sont suspendus. Au Cap-Vert, c'est 25% des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH qui sont maintenues. C'est-à-dire que les 75% ne le sont pas. Donc on va avoir des transmissions mère-enfant, on va avoir des populations qui vont être éloignées du soin, qui vont plus avoir accès aux traitements antirétroviraux et qui vont aussi repartir sur les nouvelles contaminations. Ces coupes franches dans les budgets du USAID, Mike Urkian, ça a des conséquences dans d'autres domaines, notamment dans la lutte contre la pauvreté? Oui, bien sûr. Donc là, Léo a parlé beaucoup de l'impact sur la santé, mais ça a un impact aussi sur la faim. On a déjà chiffré en milliers de personnes le nombre de personnes qui vont mourir de la faim. Et en fait, alors, c'est quand même une politique qui vise à sauver des vies humaines, mais il y a des impacts, bien sûr, sur d'autres secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de défense et de sécurité. Mais en fait, qu'est la sécurité internationale dans un monde qui n'est pas stable? Et l'aide publique au développement, elle a aussi cette vocation. Parce qu'imaginez un pays où on a des reprises épidémiques, où il y a des gens qui meurent de faim, on sait tout de suite qu'il y a une insécurité qui va s'installer et que ça aura des impacts
sur la stabilité du monde. Donc ça, c'est une première chose. Il y a plutôt une baisse de la pauvreté tendancielle. Donc ça veut dire que la pauvreté mondiale, hein, elle peut repartir à la hausse, là ? Oui, et ben, c'était déjà le cas. En fait, il y a eu vraiment, on a fait d'énormes progrès. Cette politique, elle fonctionne. La part de l'extrême pauvreté dans le monde, elle a été réduite de 70% depuis les années 90. Donc vraiment, on peut tous être fiers de ce qu'on a fait. Depuis le Covid-19, ça stagne. Et là, on pense vraiment que la décennie 2020-2030 sera une décennie perdue pour le développement, parce qu'il y a eu une remontée de la pauvreté pendant le Covid, et là, on ne fait plus de progrès, ça stagne. Et donc, c'est toujours aujourd'hui 700 millions de personnes qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Pour vous donner une idée, 700 millions de personnes, c'est 2 fois la population des États-Unis, c'est 10 fois la population française. Et ça, ces taxes, justement, elles étaient là pour garantir qu'on ait un budget pérenne pour aider ces gens et s'assurer qu'ils aient accès à des droits sociaux et humains de base. Est-ce qu'il y a des pays, alors on peut sortir du cas français, hein, mais des pays qui prennent le relais ou qui se préparent à prendre le relais des États-Unis ? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On parle de montants tellement importants. En fait, il va falloir penser différemment. Et les États, aujourd'hui, qui sont des financeurs d'aide publique au développement, ne prennent pas la mesure de ce que ça représente. Tu as parlé de Covid-19. L'impact du Covid-19, est-ce qu'on a vraiment appris des leçons, notamment sur les cas de santé ? Les virus ne connaissent pas de frontières. Des reprises épidémiques en Amérique latine ou en Afrique subsaharienne auront des conséquences sur la santé publique en France. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de décision suffisamment franche. Preuve en est, le budget de l'aide publique au développement en France coupé de 40%. Il est coupé aussi, Keir Starmer au Royaume-Uni a annoncé une coupe pour financer la défense. On sent vraiment une départition complète loin de la solidarité. Oui. Ouais. Alors, il y a quand même eu, essayons d'avoir une toute petite note d'espoir, la Cour suprême qui a rétabli une décision de justice qui sommait l'administration Trump de reprendre les versements de l'USAID. Est-ce que vous vous dites, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les contre-pouvoirs aux États-Unis, est-ce que vous vous dites quand même que là, il y a peut-être un levier juridique qui va obliger Donald Trump et son administration à reprendre un certain nombre de versements ? Je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités et c'est une période un peu critique, mais justement, tout va dépendre de ce que nous, on décide de faire. Donc, il y a eu cette décision, bon voilà, on verra un peu si jamais ça tient dans le temps. Mais encore une fois, nous, au niveau européen, on a les outils aujourd'hui et on a, c'est ce qu'on appelle les financements innovants, les fameuses taxes qui nous permettraient, alors pas de complètement remplacer les États-Unis, c'était trop grand, mais d'arriver à limiter les dégâts de manière considérable. Parce qu'en fait, ces taxes aujourd'hui, elles ne sont, en tout cas pour la TTF, pas payées par le citoyen. Et en fait, elles ont des potentiels de revenus qui sont énormes si on arrive à les renforcer, à les rendre plus transparentes. Et avec ça, on pourrait vraiment améliorer la situation. C'est une question de décision politique. Après, on peut aussi se dire, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, que c'est aussi peut-être l'occasion pour les pays qui bénéficiaient de cette aide de se prendre un peu plus en main. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors peut-être Léo. Ça doit être les deux en fait. On sait très bien que du jour au lendemain, les pays ne vont pas financer l'intégralité de ce qui était financé par l'aide internationale. Je pense que les deux doivent être complémentaires et il faut réfléchir les deux. Évidemment, pour que ce soit pérenne, il faut des financements domestiques dans les pays. Il faut que les financements puissent venir aussi des budgets nationaux. Mais les deux peuvent vraiment aller de pair. C'est même le président Macron s'était engagé là-dessus. C'était il y a moins d'un an, en juin 2024, il avait dit que voilà ce lien entre les taxes et la solidarité devait être préservée envers et contre tout. Et 6 mois plus tard, on a une suspension de la part du gouvernement. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et dans l'état de la solidarité, ça pose vraiment question. Et il y a vraiment dernier mot, c'est la brutalité de la décision. Bien sûr qu'il faut cette transition, mais aujourd'hui, on voit bien que quand on arrête les financements du jour au lendemain, ça se compte en milliers de morts. Et donc, il faut qu'on puisse continuer à les accompagner dans cette période de transition vers un endroit où ils financeront effectivement leurs propres programmes nationaux. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. Merci à vous. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Thomas Samuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Moon, entreprise créée en 2019. Avec quelle idée ? Électrifier les populations qui n'ont pas accès à l'énergie. Il reste malheureusement des centaines de millions de gens qui ne sont pas équipés par le réseau traditionnel et on a développé une solution qui permet d'apporter un premier niveau d'énergie rapidement et de façon industrielle. Alors vous l'avez d'abord développé sur le continent africain, c'est ça ? Oui, on a commencé à équiper certains villages en mode projet pilote au Sénégal et puis après on a accéléré notre impact, on a gagné un appel d'offres du gouvernement togolais et aujourd'hui on a déjà équipé plus de 20 000 maisons là-bas où en fait les gens prépayent un
niveau de service énergétique, de l'éclairage, de la recharge USB, qui est déjà une énorme transformation dans leur quotidien. Ouais, on imagine les conséquences, on va le détailler, mais ça marche comment? C'est quoi? C'est des panneaux solaires? C'est plus compliqué que ça? C'est un petit kit qu'on a designé et qui est très innovant. À l'intérieur, une petite batterie, un panneau solaire qu'on installe sur le toit, et puis après beaucoup d'intelligence, parce que ce sont des kits prépayés, donc finalement c'est un mini Linky solaire de premier niveau d'accès à l'énergie. C'est incroyable. Et à quel point ça change la vie? Parce que intuitivement on le comprend, mais ça a des conséquences en matière d'hygiène, donc de santé, d'éducation, d'accès. Enfin bon, on peut dérouler la liste, quoi. La liste est énorme et en fait c'est complètement inadmissible qu'aujourd'hui des gens restent dans le noir. Et en fait l'impact principal et sur lequel nous on est extrêmement mobilisés, c'est l'accès à l'éducation. Ouais. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui il y a des centaines de millions d'enfants dans ces villages qui ne peuvent pas étudier proprement leurs leçons? Enfin, c'est absolument inadmissible, alors que les solutions technologiques et la façon de les financer et de structurer les projets existent. Donc c'est vraiment notre... Je me souviens d'un village au Sénégal où la bougie était un outil qui valait très cher, quoi, et qu'on utilisait avec parcimonie, et notamment les enfants pour réviser les leçons. C'est quoi le modèle économique? Parce qu'on est dans des villages où il n'y a pas forcément des moyens importants, donc là, c'est un abonnement. C'est les populations les plus vulnérables du monde, et ils payent très cher pour les bougies, pour les piles, pour des lampes, tout ça pour s'abîmer les yeux et mal voir. Et du coup, nous, notre schéma, c'est de lever les financements auprès des États ou des bailleurs, pour permettre de déployer l'infrastructure, exactement comme n'importe quelle infrastructure d'électricité a été financée dans le monde entier. Donc là, on utilise et on réplique des schémas, sauf que c'est une infrastructure distribuée. Chaque maison est équipée de son kit solaire et les usagers prépayent quelques euros par mois, donc quelque chose d'absolument abordable, moins cher que les bougies. Ça leur coûte moins cher que les bougies et les piles. Et en fait, le fait d'avoir ces revenus récurrents nous permet de salarier des équipes, de maintenir les équipements et d'avoir une infrastructure qui est vraiment soutenable. Ouais. Et ces solutions, elles sont adaptables aussi en France ou dans des pays européens, mais alors dans quel type de circonstances ou de villages? Mais en fait, on s'est rendu compte, et c'est très différent le concept européen. Malheureusement, il y a la moitié du monde qui consomme trop et la moitié du monde qui consomme pas assez. Et vu qu'on est une boîte d'impact, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre savoir-faire de déploiement à l'échelle de solutions solaires en toiture aussi sur le marché français? En fait, tous nos concitoyens gaspillent de l'énergie, payent de plus en plus cher pour leurs factures. Et du coup, on a lancé une activité en France qui fait effet de levier sur l'autoconsommation, donc la capacité de diminuer sa facture énergétique en autoconsommant sa production, et notre savoir-faire aussi de domotique et d'intelligence, parce que typiquement, c'est un marché qui a été très subventionné au début. Les aides, heureusement, se sont arrêtées en février. C'est malheureux pour l'industrie, parce que beaucoup de boîtes s'étaient développées en utilisant le vent de ces aides, mais ça ne forçait pas à l'optimisation. Et du coup, nous, on est très heureux de voir que le but, c'est pas de consommer plus et de payer moins cher. Le but, c'est de consommer moins et mieux. Et du coup, on a développé vraiment un truc qui, j'espère, peut aussi changer la vie des foyers français. Avec une levée de fonds annoncée de 7 millions d'euros, c'était au mois de décembre dernier. Quel levier, quelle ambition avec cette levée de fonds? En fait, on est sur plein de sujets. On continue à développer de la technologie. On a un programme de R&D qui est très ambitieux. On déploie dans plusieurs pays en Afrique. On est en train d'ouvrir de nouveaux pays. Je pars bientôt à Madagascar. On a gagné aussi un programme financé par la Banque mondiale où on va, j'espère, électrifier des centaines de milliers de maisons à Madagascar et aussi développer notre activité en France. Donc cette levée de fonds vient finalement cofinancer tous ces développements qui sont aussi par ailleurs soutenus par des bailleurs, par la puissance publique, etc. Merci beaucoup Thomas Samuel et bon vent à Moon. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Millieri à la préparation, programmation et production, Xavier Sanchez, réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont, à vouloir aller trop vite, je me plante, l'ingénieur du son. Salut.